tous. Je me présente, je suis Nancy Acquignon, chargée de communication pour France Université Numérique. Bienvenue dans ce webinaire dédié au MOOC Tête chercheuse, les métiers de la recherche. Nous avons aujourd'hui en tant qu'intervenant M. Éric Noël, conseiller d'orientation à l'Université de Lille. Ce webinaire sera également modéré par mes deux collègues, Hugo et Théo, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Hugo Fava, je suis chef de projet chez Fun et je vais modérer ce webinaire avec Théo. Et moi, je suis Théo Grivet, je suis community manager et chargé de com chez France Université Numérique et on va modérer du coup. Et donc, Hugo et Théo vont se charger de relayer vos questions à deux moments précis de la présentation. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat pour ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si pendant la présentation, vous avez des problèmes techniques ou si vous devez vous déconnecter, pas de souci. La totalité du webinaire sera enregistrée. Donc, à la fin de cette présentation, vous recevrez un mail avec le webinaire, le replay du webinaire. On va pouvoir commencer. Je vais donner la parole à Monsieur Noël. Bien, merci beaucoup. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui participent à ce webinaire. Merci à l'équipe Fun de m'accueillir pour permettre la présentation donc de ce MOOC et ainsi déterminer les principales caractéristiques. Donc, ce MOOC Tête chercheuse, son intitulé complet correspond à la présentation des métiers de la recherche et des formations qui y sont associées. Donc, je vous encourage si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur ce MOOC. Et je vais commencer par en rappeler les caractéristiques principales. Alors, au niveau du public cible, bien évidemment, ce sont les lycéens qui sont d'abord concernés par ce MOOC, pour lequel il n'y a pas de prérequis particuliers, mais également, bien sûr, au niveau des étudiants qui sont en orientation ou en phase de réorientation, de questionnement aussi métier, mais aussi les prescripteurs qui peuvent, les enseignants, les conseillers d'orientation, psychologues de l'éducation nationale qui peuvent aussi aider les lycéens à trouver donc dans ces métiers les formations les plus pertinentes pour y parvenir. La caractéristique aussi du MOOC Tête chercheuse, c'est qu'on s'adresse aux lycéens, quel que soit leur choix de spécialité, et qui souhaiteraient donc s'investir dans les 4 grands domaines de formation dans lesquels la recherche est présente. Donc, on a divisé en fait le MOOC autour de 4 parcours: un parcours santé, sciences et technologies, sciences humaines et sociales, et puis droit, économie, gestion, afin de couvrir donc l'ensemble des champs et des domaines de formation. Voilà un peu les caractéristiques du MOOC pour une 3e session donc, qui a ouvert début octobre et qui se terminera fin juin 2023. Donc, avant de présenter un peu des caractéristiques de métier pour lesquelles des professionnels nous ont gentiment prêté leur concours et se sont présentés dans le MOOC. Je vais revenir un peu sur des phases plus particulières autour de l'orientation, saisir les opportunités, je dirais, d'information. Ça fera l'objet la première diaporama que je présente ici, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une démarche de choix de formation et de métier, il y a des étapes à essayer de respecter. La première, c'est vraiment d'essayer de s'informer autour de soi avec différents choix. Donc, je pense qu'en essayant avec cette diaporama, avec ce diaporama et cette vidéo en particulier, on peut trouver déjà énormément d'informations autour de soi sur les métiers de la recherche. Alors, il y a le réseau de proximité. Pour les lycéens, c'est bien sûr tout ce qui est enseignement, mais aussi réseau de proximité familial et conseiller d'orientation des lycées.
des événements qui sont propres au choix d'orientation, avec les salons qui arrivent bientôt et les journées portes ouvertes des établissements, je pense aux universités ou aux lycées qui vont ouvrir bientôt sur janvier leurs portes et accueillir ainsi les différents publics. Alors, pour le domaine scientifique, on a pu constater que la diffusion de la culture scientifique au travers différentes manifestations peuvent être un bon moyen d'approcher des professionnels de la recherche. Il y a quelques semaines, il y avait donc des événements dédiés à la découverte des sciences un peu partout en France, dans les établissements universitaires, mais aussi dans les villes à proprement parler. Et donc, sont des lieux de rencontres et d'échanges d'informations sur les métiers qui peuvent être vraiment très importants, de parler directement avec ceux qui exercent ces métiers au plus près de leur activité quotidienne. Alors, vous avez bien sûr les sites Internet autour de l'orientation, sites institutionnels, sites métiers, qui les MOOC ou toutes les vidéos qui présentent les métiers directement autour de thématiques spécifiques ou sur des thématiques transversales comme la recherche, pour lesquelles vraiment il y a énormément de ressources. J'y joins particulièrement les ressources disponibles sur Parcoursup, qui maintenant sont vraiment importantes pour affiner les choix de vœux d'orientation sur la plateforme. Et aussi, donc, peut-être un petit peu plus tard dans les choix de métiers et de formation, les réseaux sociaux, professionnels notamment, qui peuvent présenter des éléments importants sur les critères de formation et les métiers associés, notamment dans le domaine de la recherche. Voilà, donc 4 sources pour travailler particulièrement ces choix d'orientation et pour aller vers les métiers associés, et notamment ceux de la recherche. Alors, pour faire un zoom aussi sur les études, avant de présenter les professionnels qui sont passés en fait par ces études et qui exercent aujourd'hui dans les différents niveaux de métiers de recherche. Voilà, je voudrais un peu rappeler l'essentiel au niveau de ces cursus d'études courtes, longues, professionnelles, générales, qui peuvent être suivies à partir du baccalauréat. Donc, on a mis, c'est un schéma assez classique qu'on retrouve un peu partout. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu les familles de formation qui sont présentes et que l'on va retrouver dans les témoignages laissés par les professionnels de la recherche à l'intérieur du MOOC Tête chercheuse. Donc, bien sûr, le cycle long de licence et de master qui ouvre sur des poursuites d'études après en doctorat, c'est peut-être le plus connu, mais aussi, et c'est ce par quoi ensuite je continuerai ma présentation, vous avez des diplômes d'études plus courtes et professionnalisantes qui permettent donc à un ensemble de professionnels en appui à la recherche, donc de réaliser des activités tout à fait essentielles à la réussite des activités de recherche à proprement parler. Ce seront des professionnels qui sont passés par des BTS, des DUT, maintenant des bachelors, ou complétés par des licences professionnelles. Donc là, on est sur des diplômes niveau Bac plus 2 et 3. Et également, la possibilité, bien sûr, d'avoir des étudiants qui préparent, je dirais, des études plus longues ou des entrées en école par des classes préparatoires. Voilà un peu donc le schéma général de la formation post-bac en France, sans grande surprise.
là où vraiment on va essayer d'amener le maximum d'informations, parce que c'est aussi ça la recherche, hein, c'est pas simplement de découvrir le métier de chercheur, mais c'est plein d'opportunités différentes sur différents niveaux de formation et des activités professionnelles extrêmement riches et qui sont tout à fait complémentaires pour la réussite de la recherche publique et privée. Alors, puisque Parcoursup va ouvrir bientôt, je voulais également poser la question, en tout cas donner des informations sur ceux qui seraient intéressés pour intégrer un parcours, filière courte ou filière longue, dédié spécifiquement à la recherche. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut trouver ça sur Parcoursup? Donc là, c'est un peu le questionnement par rapport à cette diapo particulière. Donc, bon, l'idée, c'était de tester avec l'outil de recherche. Et donc, je vous invite à faire l'expérience, hein. Il suffit de sélectionner un peu au niveau des cycles de formation, donc licence non sélective et licence sélective. Et dans le moteur de recherche, de taper simplement le mot-clé recherche et voir un peu ce qu'il en ressort. Si on voit qu'il y a un ensemble de formations dédiées à la recherche, ça veut dire qu'il y a des cycles de formation préconstruits pour orienter vers les métiers de la recherche. Sinon, bon, ça voudra dire que c'est finalement une opportunité en tout cas, un mode de formation qui n'est pas un modèle de formation qui n'est pas énormément développé. Alors voilà, bon, en faisant un peu le travail avant vous, sur ces dernières années, on s'aperçoit que on a très peu de réponses présentant des cycles de formation estampillés recherche et avec voilà, un nombre de candidatures, enfin un nombre de vœux inférieur à 10. École et formation universitaire. Alors, il y a quelques établissements qui présentent des parcours recherche, c'est-à-dire des cycles à la fois d'inscription où la finalité pour aller vers les filières recherche est vraiment affichée dès le début de la formation, dès l'inscription sur Parcoursup. Mais finalement, ils sont très très peu nombreux par rapport à l'ensemble des choix possibles. Donc voilà, ça veut dire que le parcours, il reste à élaborer et on va voir qu'en fait, alors, au niveau donc introduction sur les métiers accessibles, donc les métiers orientés recherche, accessibles à partir de formations Bac+2 et Bac+3. Ça va faire, je dirais, la première partie de mon intervention sur les métiers à proprement parler. Ensuite, on verra la partie Bac+5, donc ce qu'on appelle technicien et ingénieur. Puis, on terminera par la partie doctorant et post-doctorant pour présenter donc les métiers de chercheur et d'enseignant-chercheur. Alors, sur ces formations Bac+2 et 3, donc lorsque l'on est sur le MOOC, il y a un certain nombre de témoignages de professionnels qui sont présentés. Alors là, je vais vous en présenter deux, Martin et puis Robin. Donc Martin est technicien santé INSERM. Alors les caractéristiques de son parcours de formation pour arriver à ce métier. Donc il est passé par un
un DUST. Un DUST, c'est un diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques du domaine santé-environnement. Après avoir été en situation assez difficile dans sa licence, il a préféré donc opter pour un cycle de formation professionnelle courte, qu'il a complété ensuite par une licence professionnelle, donc une 3e année, une poursuite d'études. Alors, ce qui l'a amené à travailler dans la recherche, c'est d'abord, et ça c'est souvent le cas, la participation à un stage obligatoire dans sa formation de DUST qui l'a mis au contact de l'unité de recherche dans laquelle il travaille actuellement. Et il précise effectivement qu'il est dans des journées où ses activités de recherche, d'appui à la recherche, de travail avec les chercheurs sont extrêmement bien remplies, dans laquelle les compétences de rigueur, de précision, de polyvalence et de curiosité sont bien sûr prépondérantes. Et il précise aussi les activités qu'il réalise au quotidien. Robin est sur un autre modèle d'accès, lui, au poste d'assistant ingénieur. Donc, Robin, la caractéristique, c'est qu'il est passé par de l'alternance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans l'accès au métier de la recherche, puisque c'est un mode d'accès de plus en plus répandu. Il est passé par l'alternance pour réaliser son DUT, mesures physiques. Et donc, il est maintenant assistant ingénieur, donc sur un équipement de recherche extrêmement performant qui s'appelle le synchrotron Soleil, avec donc un accompagnement, un appui aux chercheurs et à la réalisation d'équipements et de projets nouveaux sur les lignes de recherche. Donc, pour lui, en fait, les qualités premières, c'est d'être autonome, confiant et aussi résilient par rapport aux problèmes qui peuvent survenir au quotidien. Donc, on est là sur deux professionnels issus de formations tout à fait importantes pour la recherche en termes d'appui aux équipes de chercheurs, des Bac+2, l'une par la formation initiale classique, avec stage d'application, l'autre par alternance. On a aussi un troisième cas d'Angélique qui est, elle, passée par un BTS et qui l'a complété par une licence professionnelle. Donc, pour résumer cela, donc, on est bien sur des métiers qui sont réalisés par des professionnels ayant validé BTS, DUST, DUT, complétés ou pas par un Bac+3, une année supplémentaire de licence professionnelle. Donc, maintenant, en fait, un nouveau diplôme peut venir compléter aussi ces cursus de formation. C'est le bachelor universitaire de technologie. Donc là aussi, en résumé, on est sur des candidats qui sont prêts aussi à de la poursuite d'études, vers notamment pour Martin, vers le master, pour intégrer aussi des postes de niveau ingénieur que l'on va trouver donc après avoir validé un Bac+5. Voilà, donc rapidement, pour essayer d'illustrer également les professionnels qui présentent leur métier avec beaucoup de passion à chaque fois, donc ces professionnels de master, de diplôme d'ingénieur. Donc j'en ai choisi deux. Alors cette fois, je me suis un peu trompé. Et voici. Donc cette fois, les deux ne sont pas issus du parcours sciences et technologies, mais Gemma, même si elle est issue de ce parcours sciences et technologies, mais Clara, elle, vient d'un parcours de droit tout à fait classique et travaille maintenant en accompagnement, en appui à des équipes d'une entreprise privée pour donc permettre la diffusion de notions de développement durable.
Alors, je vais reprendre un peu le parcours de ces deux professionnels. Vous avez donc Gemma qui est ingénieure d'études, niveau bac+5, donc un parcours classique, hein, licence master. Et au cours du master, elle a donc un accès via des stages et expériences professionnelles au laboratoire de recherche. Et là, elle est tout à fait intéressée pour poursuivre dans cette voie son expérience donc, et sa poursuite d'études, puisque elle, son projet, c'est d'accéder ensuite à un doctorat. Elle a des activités, bien sûr, au niveau des protocoles, d'établir des protocoles de recherche, mais on voit la différence, notamment avec Martin, au niveau Bac+5, on est bien aussi dans des fonctions d'encadrement, dans des fonctions de projet d'équipe, des fonctions d'encadrement, de recrutement et d'élaboration de protocoles par rapport à sa spécialité de vaccinologie à l'Institut Pasteur. Alors Clara, elle, a aussi un parcours assez classique de licence master. Elle a eu la possibilité, je dirais, par rapport à son parcours, de faire des rencontres à l'occasion d'un Erasmus sur la spécialité qui sera celle de son futur professionnel, c'est-à-dire la spécialité de droit de l'environnement. Et au fur et à mesure de son cursus de droit, elle va faire aussi, elle va élaborer, je veux dire, son réseau. Et donc, à un moment, être en discussion avec des thésards, c'est-à-dire des étudiants qui sont en réalisation de thèse, qui lui proposent, bien sûr, d'aller vers ce complément de formation et la réalisation donc d'un doctorat qu'elle pourra financer par rapport à une convention destinée au financement des thèses en partenariat avec les entreprises. Et aujourd'hui, donc, elle a démarré sa thèse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi Clara comme exemple par rapport à tous les témoignages du MOOC. Elle suit sa thèse en appui aux équipes de l'entreprise et en collaboration avec un laboratoire spécialisé dans les études juridiques pour justement valider son doctorat et ensuite permettre à l'entreprise donc de bénéficier de son expertise. Alors, un des mots-clés dans ce qu'elle présente dans son métier, et c'est souvent repris par d'autres professionnels, c'est qu'elle a trouvé du sens vraiment dans ses activités quotidiennes par rapport à l'accompagnement des professionnels avec lesquels elle travaille. Et c'est parmi les témoignages, c'est souvent un qualificatif qui revient, celui d'avoir du sens dans son quotidien professionnel. Voilà, donc là, en résumé, une insertion professionnelle directe après le Bac+5. Recrutement donc dans le secteur public et le secteur privé, en contractuel. La titularisation au niveau du secteur public, ça passe par un concours. Et puis aussi, pour du Bac+5, que ce soit dans un cycle d'école d'ingénieur ou de master, le recours à l'apprentissage de plus en plus vrai pour permettre donc l'accès à des métiers donc d'ingénieur d'études ou un peu plus tard faisant fonction d'ingénieur de recherche, donc des métiers d'appui à la recherche sur des fonctions d'ingénieur et cadre. Les poursuites d'études, on va le voir par la suite. Entre deux, on va prendre une série de questions. Donc vers le doctorat pour ceux et celles qui veulent vraiment se diriger vers les fonctions de chercheur, d'ingénieur de recherche ou d'enseignant-chercheur. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à... Oui, alors on a une première question de Caroline qui demande
pour la recherche en psychologie, Oui. donc passer par une licence professionnelle? Alors, bon, disons que dans le web binaire, on a en sciences humaines et sociales des témoignages d'enseignants-chercheurs en psychologie cognitive. Donc, ce serait vraiment intéressant pour elle d'aller voir un peu que la recherche en psychologie vraiment est très présente dans le MOOC, mais effectivement, on est beaucoup plus là pour des formations plutôt classiques de licence, master, pour aller vers le doctorat, sachant que la licence professionnelle, c'est vraiment un diplôme dit de fin d'études et d'insertion professionnelle directe. Donc là, plutôt lui conseiller d'aller en licence générale pour une poursuite d'études. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On t'entend pas, Hugo. Hop là, pardon, excusez-moi. Donc on a une question, vous m'entendez bien? Oui. Oui, on a une question d'Inès qui demande en fait dans votre slide juste avant, Clara fait-elle partie des métiers de droit mais aussi de recherche? Alors, Clara, à proprement parler, je l'ai choisie et on a voulu illustrer donc le témoignage de Clara comme quelqu'un qui finalement se dirige vers la formation, vers une formation de doctorat, mais généralement on associe doctorat à des parcours scientifiques ou de santé. Or, voilà, l'idée c'était de montrer que c'est ouvert aussi à bien d'autres domaines de formation. Et Clara, actuellement, elle continue en lien avec l'entreprise qui l'a recrutée, mais elle est aussi en lien avec un laboratoire de recherche de l'université dans laquelle elle effectue sa thèse. Et ensuite, elle peut très bien décider d'aller vers des candidatures possibles d'enseignants-chercheurs en droit dans son domaine de spécialité. Donc là, voilà, l'idée c'est que vraiment les études, la poursuite d'études au-delà du master ouvre la possibilité ensuite d'aller vers des métiers de recherche ou de continuer à exercer dans les entreprises à très haut niveau d'expertise, on va dire. C'est ça l'important de la thèse, à très haut niveau d'expertise dans son domaine. Alors, quelle voie elle choisira, ça, pour le moment, elle n'a pas encore terminé ça. Une question de Timothée qui demande, qui dit: «Mon fils est en terminale S avec des résultats moyens en maths et physique. Quelle poursuite d'études vous lui conseillez, sachant qu'il est intéressé par la recherche médicale?» Alors, donc, si il a choisi donc des spécialités scientifiques, alors je ne sais pas ce que c'est que résultat moyen, mais bien évidemment les cycles, enfin les diplômes de type bachelor ou DUST que j'ai présenté tout à l'heure, recrutent aussi des profils de lycéens issus des filières générales scientifiques, même s'il y a un certain nombre maintenant de lycéens de, de baccalauréat technologique qui sont, je dirais, prioritaires dans le recrutement de ces formations, mais qu'ils n'hésitent pas à candidater sur ces filières technologiques et scientifiques qui peuvent ensuite ouvrir vers le secteur de la santé. Et voilà, il peut également aussi, bien sûr, tenter un accès en licence scientifique. La notion de critère, enfin, le résultat moyen, il faudra savoir un peu à quoi ça correspond.
pas s'il y a d'autres questions. Ouais, alors on a, Germain qui demande: «Pour participer à l'activité recherche et développement dans une entreprise, faut-il une thèse de doctorat?» Non, non, non. Les services recherche et développement des entreprises recrutent également, on le voit, hein, parce qu'on traite autant la recherche privée que la recherche publique, hein, dans le MOOC. Et ils ont besoin de techniciens et d'ingénieurs pour accompagner donc tout le potentiel de recherche et développement de l'entreprise. Donc, on est sur des recrutements 2, 3 et 5, autant en entreprise que dans le secteur public. D'ailleurs, il y a dans le MOOC des professionnels qui sont passés par la recherche privée, qui ensuite partent en recherche publique et qui avaient des bac+5, notamment issus d'écoles d'ingénieurs, mais qui petit à petit ensuite se sont à nouveau, je dirais, qualifiés en continuant en doctorat après quelques années passé en tant qu'ingénieur dans la recherche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, après, je voudrais bien reprendre la suite. Sinon, les questions, hein, si les questions ne peuvent pas être posées là au cours du webinaire, n'hésitez pas à les poser directement sur le forum du MOOC. On se fera un grand plaisir d'y répondre et de pouvoir ainsi vous permettre d'aller vers des choix de formation et de métiers orientés recherche. Bon, alors, l'heure passe. Donc, la poursuite du webinaire porte sur aussi la présentation des parcours post-Bac+5. Donc là, il s'agit, c'est pour ça que Clara faisait bien la transition, hein, au niveau de son parcours, d'aborder la formation doctorale au travers des témoignages de doctorants, on appelait aussi parfois thésards, post-doctorants, ceux qui ont fini leur doctorat et qui continuent des contrats de recherche après celui-ci, et puis aussi de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Donc sur le même modèle que pour les techniciens et ingénieurs. Alors, les témoignages sont beaucoup plus nombreux, hein. Mon choix porte aussi sur la possibilité de montrer que, voilà, autant la parité homme-femme, il faut la respecter, et puis aussi respecter le fait qu'on présente des professionnels issus de domaines de formation tout à fait différents. Donc, entre Rémi et puis Maxime, là, on voit qu'on est sur deux situations, je dirais, post-Bac+5, mais aussi avec deux parcours complètement différents. Rémi, Rémi, en fait, lui, au début, il est vraiment sur un cursus, je dirais, classique pour devenir enseignant dans le secondaire en anglais. Et en fait, il ne réussit pas le concours et découvre aussi de nouvelles matières, et notamment les sciences humaines et sociales, plus particulièrement les sciences du langage. Et il accroche vraiment avec ce nouveau domaine de spécialité. Il décide donc de faire de la reprise d'études après quelques années d'activité professionnelle, et s'engage aussi sur une thèse. Il arrive à obtenir un financement de thèse sur 3 ans. Donc en sciences humaines et sociales, c'est pas toujours facile, comme il nous explique, hein. Il y a en gros un grand tiers des thèses qui est financé, c'est-à-dire qu'il reçoit un salaire durant ces 3 années d'études. Et lui, ce qu'il veut vraiment présenter, c'est que la thèse, c'est bien sûr une formation, mais c'est une modalité d'apprentissage et de découverte du thème sur lequel on travaille, qui est tout à fait différente de ce qui existe jusque-là en termes de formation.
précise aussi voilà, les éléments qui constituent la thèse, c'est-à-dire l'écriture d'un manuscrit et sa soutenance qui correspondent à la validation. Voilà. Il est intéressant, Rémi, parce que il montre aussi l'ouverture à l'international des formations à la recherche, et notamment du doctorat, mais pas que. Franchement, lui, actuellement, il réalise un post-doc, puisque là, il avait presque validé sa thèse, on va dire, quand on a fait le MOOC. Donc maintenant, il a validé sa thèse. Il est en post-doc à l'étranger. Et voilà, ça ouvre complètement sur la réalité de la recherche, c'est-à-dire l'ouverture à l'international. C'est quelque chose vraiment de très présent dans le futur professionnel des étudiants qui veulent se diriger vers les métiers de la recherche. Et Maxime, c'est un peu l'antithèse de Rémi. Alors lui, il est sur un parcours extrêmement linéaire, en tout cas au départ, c'est-à-dire que après son baccalauréat, il intègre directement une école d'ingénieur, il ne passe pas par une classe préparatoire. Il est recruté, je dirais, directement par l'école en prépa intégrée. Un parcours qui semble tracé pour aller jusqu'au bout du cycle ingénieur. Et puis en cours de cycle ingénieur, en fait, il s'aperçoit qu'il y a des éléments de sa formation qui ne conviennent plus vraiment par rapport à son projet. Il décide là de passer sur du master à l'université et ainsi d'intégrer la structure qui porte quand même, je dirais naturellement, la réalisation des thèses au travers des écoles doctorales et voilà, rattachées aux universités. Voilà, et il se fait financer donc une thèse toujours d'une durée sur une durée de 3 ans. Bon, ce qui est intéressant là, c'est bien sûr la passerelle, le changement de cursus, pour montrer que il y a plein d'exemples comme ça où finalement les études se passent pas du tout comme ce qu'on avait imaginé au départ. Il y a des modifications de centres d'intérêt et tant mieux, il y a des tas de possibilités donc de passer de cycle de formation d'un cycle de formation à un autre. Alors pour lui, ce qui est important, c'est de pouvoir développer aussi sa propre activité en tant que start-upper. Et il est vraiment sur ce projet. C'est aussi donc un élément important de montrer que la recherche ouvre aussi à la nouveauté et au développement de nouvelles activités. Et c'est une possibilité vraiment ouverte à beaucoup de doctorants, de propositions, de ensuite créer leur propre activité en fondant leur propre entreprise liée à leur centre d'intérêt et à leur spécialité, à leur expertise, etc. Donc là, on est sur un challenge d'entrepreneuriat. Il est vraiment partant sur tout ce qui est actuellement, il fait du postdoc et il est vraiment dans son projet de création d'entreprise. Donc ça aussi, c'est un élément important, de voir que c'est une voie possible d'accès pour ceux et celles qui veulent se diriger vers des études de doctorat et ensuite exercer leur expertise dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc voilà, je voulais aussi donc terminer sur des témoignages de contenu par rapport à deux chercheurs, Colombe et puis Muriel, donc chargée de recherche et ingénieure de recherche. Alors Colombe, elle travaille donc dans une grande entreprise d'informatique, elle est responsable donc d'un service recherche et développement. Un parcours là vraiment très linéaire, licence, master, doctorat, et elle encadre des doctorants dans son entreprise. Comme Muriel encadre aussi des doctorants dans son laboratoire de recherche. Donc là, c'est aussi une possibilité de voir que la recherche privée a besoin énormément de compétences,
techniciens, ingénieurs, mais aussi d'étudiants titulaires de doctorat ou qui réalisent leur doctorat. Ils vont la réaliser dans l'entreprise en lien avec leur laboratoire de recherche. Elle explique ça très bien. Alors pour elle, la curiosité, l'envie d'apprendre, la force de proposition, c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour la réussite, même au niveau doctorat. Et puis Muriel, alors là aussi, c'est un témoignage important parce que Muriel, c'est vraiment quelqu'un de passionné par, en allant voir son témoignage, vous comprendrez pourquoi elle est chargée de recherche en immunologie. Un parcours là aussi, au début un peu compliqué, reçu-collé par rapport aux études de médecine, c'est-à-dire que voilà, elle n'est pas assez bien classée pour accéder au à la deuxième année d'études de médecine. Elle fait une passerelle pour aller vers la biologie. Elle valide sa licence et son master. Et ensuite, elle découvre, à l'occasion vraiment de stages d'application, de master, le travail en laboratoire, en recherche. Et elle décide donc de passer à une thèse. Ensuite, elle fait le choix de l'étranger, du départ donc aux États-Unis. C'est une réalité. Hein. Ça, il y a beaucoup d'étudiants qui valident leur doctorat, qui ensuite partent à l'étranger. Le doctorat, c'est quand même le diplôme international par essence. Et voilà. Donc ensuite, après avoir dirigé des équipes de recherche aux États-Unis, elle revient en France et revient par la voie de la titularisation en intégrant donc l'INSERM. Pour elle, la persévérance et la passion sont vraiment les éléments essentiels pour la réussite dans une spécialité de recherche. Là, les points clés qu'il faut vraiment voir avec ces deux témoignages, c'est l'attirance pour les carrières à l'international. Je pense que c'est un élément essentiel pour ceux que la recherche intéresse. L'utilisation très souvent de la langue anglaise comme vraiment la langue des études à l'international. Donc la mobilité géographique. Colombe également, elle fait son stage de master dans une entreprise en Allemagne et c'est là qu'elle découvre un peu un service de recherche et développement à l'étranger. Et puis la possibilité donc toujours de recrutement dans le secteur privé, dans le secteur public des titulaires de doctorat actuellement. Là aussi, on est sur des modalités de recrutement qui peuvent être contractuelles, on va dire, dans un premier temps, et ensuite, dans le secteur public, la possibilité de titularisation. Voilà, donc on est sur une possibilité de faire des recherches de façon tout à fait différente à l'étranger ou en France, en entreprise privée ou en entreprise publique, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont communs à toutes ces modalités. Excusez-moi de vous couper, monsieur Noël, on va devoir finaliser. Voilà. C'est bientôt la fin. Voilà, bon, moi je voulais juste terminer avec une petite citation pour montrer que les métiers de la recherche, c'est aussi bâtir de la connaissance. Donc, en tant que bâtisseur, voilà, il y a cette citation où voilà, il y a la construction de la connaissance qui se fait tous les jours dans le monde de la recherche et y participer. Je vous y encourage vraiment vivement. Voilà, s'il y a une ou deux questions pour terminer. Ou alors, après, on renvoie vers le fond. On va prendre une ou deux questions. Oui, Donc, y a-t-il beaucoup d'échecs parmi ceux qui se lancent dans un doctorat? il y a beaucoup d'échecs. Non, sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour ceux qui sont sur un projet vraiment au niveau du thème et puis du financement, il y a vraiment un accompagnement qui est fort de la part des équipes et puis de la direction de thèse. Donc, non, c'est plutôt
en amont c'est-à-dire au moment du choix du sujet, où là, il faut être particulièrement vigilant, hein. Mais non, en tout cas, ça ne nous a pas été expliqué comme ça. On a une question un peu spécifique. Pour être chargé d'études en océanographie, est-ce que faire un BUT en génie biologie, parcours licence de l'environnement est correct ou y a-t-il d'autres chemins à privilégier? Alors, donc, si on est sur du chargé d'études, on peut être sur. Alors, il faut voir si on est sur du bac plus 5 ou au-delà. Pour ces formations-là, je préconiserais quand même de passer d'abord par de la licence tout à fait classique et du master du domaine. Et au niveau du master, choisir vraiment le parcours de master spécialisé en lien avec cette spécialité professionnelle. Mais là, plutôt voilà, faire des recherches en amont avec un professionnel de l'orientation pour voir un peu les cursus les plus appropriés proposés dans les universités dans ce domaine-là. Dernière question. S'il n'y a pas de dernière question, on va clôturer ce webinaire. Merci Monsieur Noël pour cette présentation. Désolée à toutes les personnes auxquelles on n'a pas pu répondre aux questions, mais encore une fois, vous avez le lien du MOOC dans le chat normalement. Dans tous les cas, nous allons vous envoyer un mail de remerciement dans lequel vous retrouverez ce lien. Vous pourrez poser toutes vos questions à l'intérieur de ce MOOC au sein du forum. Vous pourrez échanger avec les professeurs du MOOC. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Le... Et sur le MOOC, il y a vraiment beaucoup plus de. Là, c'est vraiment un extrait hein, pour le webinaire, mais vous rencontrerez vraiment des gens absolument passionnés et qui sauront vous faire aimer aussi leur métier au quotidien, quel que soit finalement le niveau auquel ils participent au niveau de la recherche. Oui, et puis cette présentation sera enregistrée et vous recevrez dans votre mail de remerciement cette présentation ainsi que le replay du webinaire. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci Monsieur Noël. Merci à vous. Et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.